La reine Margot, partie 5 du livre audio, chapitre 11 de la première partie du roman, L'Aubépine du cimetière des Innocents. Rentrée chez elle, Marguerite chercha vainement à deviner le mot que Catherine de Médicis avait dit tout bas à Charles IX et qui avait arrêté court le terrible conseil de vie et de mort qui se tenait en ce moment. Une partie de la matinée fut employée par elle à soigner la Mole, l'autre à chercher l'énigme que son esprit se refusait à comprendre. Le roi de Navarre était resté prisonnier au Louvre. Les Huguenots étaient plus que jamais poursuivis. À la nuit terrible avait succédé un jour de massacre plus hideux encore. Ce n'était plus le tocsin que les cloches sonnaient. C'étaient des Te Deum, et les accents de ce bronze joyeux, retentissant au milieu du meurtre et des incendies, étaient peut-être plus tristes à la lumière du soleil que ne l'avait été, pendant l'obscurité, le glas de la nuit précédente. Ce n'était pas le tout. Une chose étrange était arrivée. Une aubépine, qui avait fleuri au printemps et qui, comme d'habitude, avait perdu son odorante parure au mois de juin, venait de refleurir pendant la nuit. Et les catholiques, qui voyaient dans cet événement un miracle et qui, pour la popularisation de ce miracle, faisaient Dieu leur complice, allaient en procession, croix et bannière en tête, au cimetière des Innocents, où cette aubépine fleurissait. Cette espèce d'assentiment donné par le ciel au massacre qui s'exécutait avait redoublé l'ardeur des assassins. Et tandis que la ville continuait à offrir dans chaque rue, dans chaque carrefour, sur chaque place, une scène de désolation, le Louvre avait déjà servi de tombeau commun à tous les protestants qui s'y étaient trouvés enfermés au moment du signal. Le roi de Navarre, le prince de Condé et la Mole y étaient seuls demeurés vivants. Rassurée sur la Mole, dont les plaies, comme elle l'avait dit la veille, étaient dangereuses mais non mortelles, Marguerite n'était donc plus préoccupée que d'une chose, sauver la vie de son mari qui continuait d'être menacé. Sans doute, le premier sentiment qui s'était emparé de l'épouse était un sentiment de loyale pitié pour un homme auquel elle venait, comme l'avait dit lui-même le Béarnais, de jurer sinon amour, du moins alliance. Mais à la suite de ce sentiment, un autre, moins pur, avait pénétré dans le cœur de la reine. Marguerite était ambitieuse. Marguerite avait vu presque une certitude de royauté dans son mariage avec Henri de Bourbon. La Navarre, tiraillée d'un côté par les rois de France, de l'autre par les rois d'Espagne, qui, lambeau à lambeau, avaient fini par emporter la moitié de son territoire, pouvait, si Henri de Bourbon réalisait les espérances de courage qu'il avait données dans les rares occasions qu'il avait eues de tirer l'épée, devenir un royaume réel, avec les Huguenots de France pour sujet. Grâce à son esprit fin et si élevé, Marguerite avait entrevu et calculé tout cela. En perdant Henri, ce n'était donc pas seulement un mari qu'elle perdait, c'était un trône. Elle en était au plus intime de ses réflexions lorsqu'elle entendit frapper à la porte du corridor secret. Elle tressaillit car 3 personnes seulement venaient par cette porte. Le roi, la reine-mère et le duc d'Alençon. Elle entr'ouvrit la porte du cabinet, recommanda du doigt le silence à Gillonne et à la Mole, et alla ouvrir au visiteur. Ce visiteur était le duc d'Alençon. Le jeune homme avait disparu depuis la veille. Un instant, Marguerite avait eu l'idée de réclamer son intercession en faveur du roi de Navarre. Mais une idée terrible l'avait arrêtée. Le mariage s'était fait contre son gré. François détestait Henri et n'avait conservé la neutralité en faveur du Béarnais que parce qu'il était convaincu que Henri et sa femme étaient restés étrangers l'un à l'autre. Une marque d'intérêt donnée par Marguerite à son époux pouvait en conséquence, au lieu de l'écarter, rapprocher de sa poitrine un des 3 poignards qui le menaçaient.
Marguerite frissonna donc en apercevant le jeune prince, plus qu'elle n'eût frissonné en apercevant le roi Charles IX ou la reine-mère elle-même. On n'eût point dit d'ailleurs, en le voyant, qu'il se passa quelque chose d'insolite par la ville ni au Louvre. Il était vêtu avec son élégance ordinaire. Ses habits et son linge exhalaient ces parfums que méprisait Charles IX, mais dont le duc d'Anjou et lui faisaient ainsi continuel usage. Seulement, un œil exercé comme l'était celui de Marguerite pouvait remarquer que, malgré sa pâleur plus grande que d'habitude, et malgré le léger tremblement qui agitait l'extrémité de ses mains, aussi belles et aussi soignées que des mains de femme, il renfermait au fond de son cœur un sentiment joyeux. Son entrée fut ce qu'elle avait l'habitude d'être. Il s'approcha de sa sœur pour l'embrasser, mais au lieu de lui tendre ses joues, comme elle eût fait au roi Charles ou au duc d'Anjou, Marguerite s'inclina et lui offrit le front. Le duc d'Alençon poussa un soupir et posa ses lèvres blêmissantes sur ce front que lui présentait Marguerite. Alors, s'asseyant, il se mit à raconter à sa sœur les nouvelles sanglantes de la nuit, la mort lente et terrible de l'amiral, la mort instantanée de Téligny, qui, percé d'une balle, rendit à l'instant même le dernier soupir. Il s'arrêta, s'appesantit, se complut sur les détails sanglants de cette nuit, avec cet amour du sang particulier à lui et à ses deux frères. Marguerite le laissa dire. Enfin, ayant tout dit, il se tut. « Ce n'est pas pour me faire ce récit seulement que vous êtes venu me rendre visite, n'est-ce pas, mon frère ?» demanda Marguerite. Le duc d'Alençon sourit. « Vous avez encore autre chose à me dire ?»« Non, » répondit le duc. « J'attends. »« Qu'attendez-vous ?»« Ne m'avez-vous pas dit, chère Marguerite bien-aimée, » reprit le duc en rapprochant son fauteuil de celui de sa sœur, « que ce mariage avec le roi de Navarre se faisait contre votre gré ?»« Oui, sans doute. Je ne connaissais point le prince de Béarn lorsqu'on me l'a proposé pour époux. » « Et depuis que vous le connaissez, ne m'avez-vous pas affirmé que vous n'éprouviez aucun amour pour lui ? » ?»« Je vous l'ai dit, il est vrai. »« Votre opinion n'était-elle pas que ce mariage devait faire votre malheur ? » ?»« Mon cher François, dit Marguerite, quand un mariage n'est pas la suprême félicité, c'est peut-être toujours la suprême douleur. »« Eh bien, ma chère Marguerite, comme je vous le disais, j'attends. » « Mais qu'attendez-vous, dites ? » ?»« Que vous témoigniez votre joie. »« De quoi donc ai-je à me réjouir ? » ?»« Mais de cette occasion inattendue qui se présente de reprendre votre liberté. »« Ma liberté ? » reprit Marguerite, qui voulait forcer le prince à aller jusqu'au bout de sa pensée. « Sans doute, votre liberté. Vous allez être séparé du roi de Navarre. »« Séparé ? » dit Marguerite en fixant ses yeux sur le jeune prince. Le duc d'Alençon essaya de soutenir le regard de sa sœur, mais bientôt ses yeux s'écartèrent d'elle avec embarras. « Séparé, » répéta Marguerite. « Voyons cela, mon frère, car je suis bien aise que vous me mettiez à même d'approfondir la question. Et comment compte-t-on nous séparer ? » ?»« Mais, » murmura le duc, « Henri est huguenot. »« Sans doute. Mais il n'avait pas fait mystère de sa religion, et l'on savait cela quand on nous a mariés. »« Oui, mais depuis votre mariage, ma sœur, » dit le duc, laissant malgré lui un rayon de joie illuminer son visage. « Qu'a fait Henri ? » ?»« Mais vous le savez mieux que personne, François, puisqu'il a passé ses journées presque toujours en votre compagnie, tantôt à la chasse, tantôt au mail, tantôt à la paume. »« Oui, ces journées, sans doute, » reprit le duc. « Ces journées. Mais ces nuits. » Marguerite se tut, et ce fut à son tour de baisser les yeux. « Ces nuits, » continua le duc d'Alençon. « Ces nuits. »« Eh bien, » demanda Marguerite, sentant qu'il fallait bien répondre quelque chose. « Eh bien,
Il les a passés chez madame de Sauve. »« Comment le savez-vous » s'écria Marguerite. « Je le sais, parce que j'avais intérêt à le savoir, » répondit le jeune prince en pâlissant et en déchiquetant la broderie de ses manches. Marguerite commençait à comprendre ce que Catherine avait dit tout bas à Charles IX, mais elle fit semblant de demeurer dans son ignorance. « Pourquoi me dites-vous cela, mon frère ?» répondit-elle avec un air de mélancolie parfaitement joué. « Est-ce pour me rappeler que personne ici ne m'aime et ne tient à moi ? Pas plus ceux que la nature m'a donnés pour protecteur que celui que l'Église m'a donné pour époux ? » « Vous êtes injuste, » dit vivement le duc d'Alençon, en rapprochant encore son fauteuil de celui de sa sœur. « Je vous aime et vous protège, moi. »« Mon frère, » dit Marguerite, en le regardant fixement, « vous avez quelque chose à me dire de la part de la reine-mère. »« Moi ? Vous vous trompez, ma sœur. Je vous jure. » « Qui peut vous faire croire cela ?»« Ce qui peut me le faire croire, c'est que vous rompez l'amitié qui vous attachait à mon mari. Et c'est que vous abandonnez la cause du roi de Navarre. »« La cause du roi de Navarre » reprit le duc d'Alençon tout interdit. « Oui, sans doute. Tenez, François, parlons franc. Vous en êtes convenu 20 fois, vous ne pouvez vous élever et même vous soutenir que l'un par l'autre. Cette alliance est devenue impossible. » Ma sœur, interrompit le duc d'Alençon. « Et pourquoi cela ? » ?»« Parce que le roi a des desseins sur votre mari. » »« Pardon, en disant votre mari, je me trompe. C'est sur Henri de Navarre que je voulais dire. Notre mère a deviné tout. Je m'alliais aux Huguenots parce que je croyais les Huguenots en faveur. Mais voilà qu'on tue les Huguenots et que dans 8 jours, il n'en restera pas 50 dans tout le royaume. Je tendais la main au roi de Navarre parce qu'il était votre mari. Mais voilà qu'il n'est plus votre mari. Qu'avez-vous à dire à cela, vous qui êtes non seulement la plus belle femme de France, mais encore la plus forte tête du royaume ? »« J'ai à dire, » reprit Marguerite, « que je connais notre frère Charles. Je l'ai vu hier dans un de ces accès de frénésie dont chacun abrège sa vie de 10 ans. J'ai à dire que ces accès se renouvellent par malheur bien souvent maintenant, ce qui fait que, selon toute probabilité, notre frère Charles n'a pas longtemps à vivre. J'ai à dire, enfin, que le roi de Pologne vient de mourir et qu'il est fort question d'élire en sa place un prince de la maison de France. J'ai à dire enfin que, lorsque les circonstances se présentent ainsi, ce n'est point le moment d'abandonner des alliés qui, au moment du combat, peuvent nous soutenir avec le concours d'un peuple et l'appui d'un royaume. »« Et vous, s'écria le duc, ne me faites-vous pas une trahison bien plus grande de préférer un étranger à votre frère ? » ?»« Expliquez-vous, François. En quoi et comment vous ai-je trahi ? » ?»« Vous avez demandé hier au roi l'avis du roi de Navarre ? » ?»« Eh bien ?» demanda Marguerite avec une feinte naïveté. Le duc se leva précipitamment, fit 2 ou 3 fois le tour de la chambre d'un air égaré, puis revint prendre la main de Marguerite. Cette main était raide et glacée. « Adieu, ma sœur, dit-il. Vous n'avez pas voulu me comprendre. Ne vous en prenez donc qu'à vous des malheurs qui pourront vous arriver. » Marguerite pâlit, mais demeura immobile à sa place. Elle vit sortir le duc d'Alençon sans faire un signe pour le rappeler. Mais à peine l'avait-elle perdu de vue dans le corridor qu'il revint sur ses pas. « Écoutez, Marguerite, dit-il, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est que demain, à pareille heure, le roi de Navarre sera mort. » Marguerite poussa un cri, car cette idée qu'elle était l'instrument d'un assassinat lui causait une épouvante qu'elle ne pouvait surmonter. « Et vous n'empêcherez pas cette mort, dit-elle. Vous ne sauverez pas votre meilleur et votre plus fidèle allié ? » « Depuis hier, mon allié n'est plus le roi de Navarre. »« Et qui est-ce donc, alors ? » ?»« C'est monsieur de Guise. En détruisant les Huguenots, on a fait monsieur de Guise roi des catholiques. »
Et c'est le fils de Henri II qui reconnaît pour son roi le duc de Lorraine ? Vous êtes dans un mauvais jour, Marguerite, et vous ne comprenez rien. J'avoue que je cherche en vain à lire dans votre pensée. Ma sœur, vous êtes d'aussi bonne maison que madame la princesse de Porcian, et Guise n'est pas plus immortel que le roi de Navarre. Eh bien, Marguerite, supposez maintenant 3 choses, toutes 3 possibles. La première, c'est que monsieur soit élu roi de Pologne. La seconde, c'est que vous m'aimiez comme je vous aime. Eh bien, je suis roi de France, et vous ? Et vous, reine des catholiques. Marguerite cacha sa tête dans ses mains, éblouie de la profondeur des vues de cet adolescent que personne à la cour n'osait appeler une intelligence. « Mais, demanda-t-elle après un moment de silence, vous n'êtes donc pas jaloux de monsieur le duc de Guise comme vous l'êtes du roi de Navarre ? » « Ce qui est fait, dit le duc d'Alençon d'une voix sourde. Et si j'ai eu à être jaloux du duc de Guise, eh bien, je l'ai été. » « Il n'y a qu'une seule chose qui puisse empêcher ce beau plan de réussir. » « Laquelle ? » ?»« C'est que je n'aime plus le duc de Guise. »« Et qui donc aimez-vous, alors ? » ?»« Personne. » Le duc d'Alençon regarda Marguerite avec l'étonnement d'un homme qui, à son tour, ne comprend plus, et sortit de l'appartement en poussant un soupir et en pressant de sa main glacée son front prêt à se fendre. Marguerite demeura seule et pensive. La situation commençait à se dessiner claire et précise à ses yeux. Le roi avait laissé faire la Saint-Barthélemy, la reine Catherine et le duc de Guise l'avaient faite. Le duc de Guise et le duc d'Alençon allaient se réunir pour en tirer le meilleur parti possible. La mort du roi de Navarre était une conséquence naturelle de cette grande catastrophe. Le roi de Navarre mort, on s'emparait de son royaume. Marguerite restait donc veuve, sans trône, sans puissance, et n'ayant d'autre perspective qu'un cloître où elle n'aurait pas même la triste douleur de pleurer son époux, qui n'avait jamais été son mari. Elle en était là, lorsque la reine Catherine lui fit demander si elle ne voulait pas venir faire avec toute la cour un pèlerinage à l'aubépine du cimetière des Innocents. Le premier mouvement de Marguerite fut de refuser de faire partie de cette cavalcade, mais la pensée que cette sortie lui fournirait peut-être l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur le sort du roi de Navarre la décida. Elle fit donc répondre que si on voulait lui tenir un cheval prêt, elle accompagnerait volontiers leur majesté. 5 minutes après, un page vint lui annoncer que, si elle voulait descendre, le cortège allait se mettre en marche. Marguerite fit de la main à Gillonne un signe pour lui recommander le blessé et descendit. Le roi, la reine-mère, Tavannes et les principaux catholiques étaient déjà à cheval. Marguerite jeta un coup d'œil rapide sur ce groupe qui se composait d'une 20aine de personnes à peu près. Le roi de Navarre n'y était point. Mais madame de Sauve y était. Elle échangea un regard avec elle, et Marguerite comprit que la maîtresse de son mari avait quelque chose à lui dire. On se mit en route en gagnant la rue Saint-Honoré par la rue de l'Astruce. À la vue du roi, de la reine Catherine et des principaux catholiques, le peuple s'était amassé, suivant le cortège comme un flot qui monte, criant « Vive le roi ! Vive la messe ! Mort aux Huguenots !» Ces cris étaient accompagnés de brandissements d'épées rougies et d'arquebuses fumantes qui indiquaient la part que chacun avait prise au sinistre événement qui venait de s'accomplir. En arrivant à la hauteur de la rue des Prouvelles, on rencontra des hommes qui traînaient un cadavre sans tête. C'était celui de l'amiral. Ces hommes allaient le pendre par les pieds à Montfaucon. On entra dans le cimetière des Saints Innocents par la porte qui s'ouvrait en face de la rue des Chapes, aujourd'hui celle des Déchargeurs. Le clergé, prévenu de la visite du roi et de celle de la reine-mère, attendait leur majesté pour les haranguer. Madame de Sauve profita du moment où Catherine écoutait le discours qu'on lui faisait pour s'approcher de la reine de Navarre et lui demander la permission de lui baiser sa main.
Marguerite étendit le bras vers elle. Madame de Sauve approcha ses lèvres de la main de la reine et, en la baisant, lui glissa un petit papier roulé dans la manche. Si rapide et si dissimulée qu'eût été la retraite de Madame de Sauve, Catherine s'en était aperçue. Elle se retourna au moment où sa dame d'honneur baisait la main de la reine. Les deux femmes virent ce regard qui pénétrait jusqu'à elles comme un éclair, mais toutes deux restèrent impassibles. Seulement, Madame de Sauve s'éloigna de Marguerite et alla reprendre sa place près de Catherine. Lorsqu'elle eut répondu au discours qui venait de lui être adressé, Catherine fit du doigt et, en souriant, signe à la reine de Navarre de s'approcher d'elle. Marguerite obéit. « Eh, ma fille !» dit la reine mère dans son patois italien. « Vous avez donc de grandes amitiés avec Madame de Sauve ?» Marguerite sourit, en donnant à son beau visage l'expression la plus amère qu'elle put trouver. « Oui, ma mère, » répondit-elle, « le serpent est venu me mordre la main. »« Ah ah !» dit Catherine en souriant, « vous êtes jalouse, je crois. »« Vous vous trompez, madame, » répondit Marguerite. « Je ne suis pas plus jalouse du roi de Navarre que le roi de Navarre n'est amoureux de moi. Seulement, je sais distinguer mes amis de mes ennemis. J'aime qui m'aime et déteste qui me hait. Sans cela, madame, serais-je votre fille ?» Catherine sourit de manière à faire comprendre à Marguerite que, si elle avait eu quelques soupçons, ce soupçon était évanoui. D'ailleurs, en ce moment, de nouveaux pèlerins attirèrent l'attention de l'auguste assemblée. Le duc de Guise arrivait escorté d'une troupe de gentilshommes, tout échauffés encore d'un carnage récent. Ils escortaient une litière richement tapissée qui s'arrêta en face du roi. « La duchesse de Nevers !» s'écria Charles IX. « Ça, voyons, qu'elle vienne recevoir nos compliments, cette belle et rude catholique. Que m'a-t-on dit, ma cousine, que, de votre propre fenêtre, vous avez giboyé aux Huguenots et que vous en avez tué un d'un coup de pierre ?» La duchesse de Nevers rougit extrêmement. « Sire, dit-elle à voix basse, en venant s'agenouiller devant le roi, c'est au contraire un catholique blessé que j'ai eu le bonheur de recueillir. »« Bien, bien, ma cousine. Il y a deux façons de me servir. L'une en exterminant mes ennemis, l'autre en secourant mes amis. On fait ce qu'on peut, et je suis sûr que si vous eussiez pu davantage, vous l'eussiez fait. » Pendant ce temps, le peuple, qui voyait la bonne harmonie qui régnait entre la maison de Lorraine et Charles IX, criait à tue-tête. « Vive le roi! Vive le duc de Guise! Vive la messe !»« Revenez-vous au Louvre avec nous, Henriette ?» dit la reine-mère à la belle duchesse. Marguerite toucha du coude son amie, qui comprit aussitôt ce signe, et qui répondit. « Non pas, madame, à moins que votre majesté ne me l'ordonne, car j'ai affaire en ville avec sa majesté la reine de Navarre. »« Et qu'allez-vous faire ensemble ?» demanda Catherine. « Voir des livres grecs très rares et très curieux qu'on a trouvés chez un vieux pasteur protestant et qu'on a transportés à la tour Saint-Jacques-la-Boucherie, » répondit Marguerite. « Vous feriez mieux d'aller voir jeter les derniers Huguenots du haut du pont des Meuniers dans la Seine, » dit Charles IX. « C'est la place des bons Français. »« Nous irons, s'il plaît à votre majesté, » répondit la duchesse de Nevers. Catherine jeta un regard de défiance sur les deux jeunes femmes. Marguerite, aux aguets, l'intercepta, et se tournant et retournant aussitôt d'un air fort préoccupé, elle regarda avec inquiétude autour d'elle. Cette inquiétude, feinte ou réelle, n'échappa point à Catherine. « Que cherchez-vous ? »« Je cherche. Je ne vois plus, dit-elle. Que cherchez-vous ? Qui ne voyez-vous plus ? » « La Sauve, dit Marguerite. Serait-elle retournée au Louvre ? » « Quand je te disais que tu étais jalouse, dit Catherine à l'oreille de sa fille. Oh, bestia ! Allons, allons, Henriette,
continua-t-elle en haussant les épaules. Emmenez la reine de Navarre. Marguerite finit encore de regarder autour d'elle, puis, se penchant à son tour à l'oreille de son amie, « Emmène-moi vite, lui dit-elle. J'ai des choses de la plus haute importance à te dire. » La duchesse fit une révérence à Charles IX et à Catherine, puis, s'inclinant devant la reine de Navarre, « Votre Majesté daignera-t-elle monter dans ma litière ?» dit-elle. « Volontiers. Seulement, vous serez obligé de me faire reconduire au Louvre. » « Ma litière, comme mes gens, comme moi-même, répondit la duchesse, sont aux ordres de votre Majesté. » La reine Marguerite monta dans la litière et, sur un signe qu'elle lui fit, la duchesse de Nevers monta à son tour et prit respectueusement place sur le devant. Catherine et ses gentilshommes retournèrent au Louvre en suivant le même chemin qu'ils avaient pris pour venir. Seulement, pendant toute la route, on vit la reine-mère parler sans relâche à l'oreille du roi, en lui désignant plusieurs fois Madame de Sauve. Et à chaque fois le roi riait, comme riait Charles IX, c'est-à-dire d'un rire plus sinistre qu'une menace. Quant à Marguerite, une fois qu'elle eut senti la litière se mettre en mouvement et qu'elle n'eut plus à craindre la perçante investigation de Catherine, elle tira vivement de sa manche le billet de Madame de Sauve et lut les mots suivants. « J'ai reçu l'ordre de faire remettre ce soir au roi de Navarre 2 clés. L'une est celle de la chambre dans laquelle il est enfermé, l'autre est celle de la mienne. Une fois qu'il sera entré chez moi, il m'est enjoint de l'y garder jusqu'à 6 heures du matin. Que votre Majesté réfléchisse, que votre Majesté décide, que votre Majesté ne compte ma vie pour rien. » « Il n'y a plus de doute, » murmura Marguerite, « et la pauvre femme est l'instrument dont on veut se servir pour nous perdre tous. Mais nous verrons si de la reine Margot, comme dit mon frère Charles, on fait si facilement une religieuse. »« De qui donc est cette lettre ?» demanda la duchesse de Nevers en montrant le papier que Marguerite venait de lire et de relire avec une si grande attention. « Ah, duchesse, j'ai bien des choses à te dire, » répondit Marguerite en déchirant le billet en 1000 et 1000 morceaux. Chapitre 12. Les confidences. « Et d'abord, où allons-nous » demanda Marguerite. « Ce n'est pas au pont des Meuniers, j'imagine. J'ai vu assez de tueries comme cela depuis hier, ma pauvre Henriette. J'ai pris la liberté de conduire votre Majesté. D'abord, et avant toute chose, ma Majesté te prie d'oublier sa Majesté. Tu me conduisais donc ? À l'hôtel de Guise, à moins que vous n'en décidiez autrement. Non pas, Henriette. Allons chez toi. Le duc de Guise n'y est pas. Ton mari n'y est pas. Oh non, s'écria la duchesse avec une joie qui fit étinceler ses beaux yeux couleur d'émeraude. Non, ni mon beau-frère, ni mon mari, ni personne. Je suis libre. Libre comme l'air, comme l'oiseau, comme le nuage. Libre, ma reine, entendez-vous ? Comprenez-vous ce qu'il y a de bonheur dans ce mot ? Libre. Je vais, je viens, je commande. Ah, pauvre reine, vous n'êtes pas libre, vous. Aussi, vous soupirez. Tu vas, tu viens, tu commandes. Est-ce donc tout ? Et ta liberté ne sert-elle qu'à cela ? Voyons, tu es bien joyeuse pour n'être que libre. Votre Majesté m'a promis d'entamer les confidences. Encore ma Majesté. Voyons, nous nous fâcherons, Henriette. As-tu donc oublié nos conventions ? Non, votre respectueuse servante devant le monde, ta folle confidente dans le tête-à-tête. N'est-ce pas cela, madame ? N'est-ce pas cela, Marguerite ? Oui, oui, dit la reine en souriant. Ni rivalité de maison, ni perfidie d'amour. Tout bien, tout bon, tout franc. Une alliance enfin offensive et défensive, dans le seul but de rencontrer et de saisir au vol, si nous le rencontrons, cet éphémère qu'on nomme le bonheur. Bien, ma duchesse, c'est cela. Et pour renouveler le pacte, embrasse-moi. Et les deux charmantes têtes, l'une pâle et voilée de mélancolie, l'autre rosée, blonde et rieuse, se rapprochèrent gracieusement
et unirent leurs lèvres comme elles avaient uni leurs pensées. « Donc, il y a du nouveau ?» demanda la duchesse en fixant sur Marguerite un regard avide et curieux. « Tout n'est-il pas nouveau depuis 2 jours ? Oh, je parle d'amour et non de politique, moi. Quand nous aurons l'âge de Dame Catherine, ta mère, nous en ferons de la politique. Mais nous avons 20 ans, ma belle reine. Parlons d'autre chose. Voyons, serais-tu mariée pour tout de bon ? » « À qui ? » dit Marguerite en riant. « Ah, tu me rassures, en vérité. » « Eh bien, Henriette, ce qui te rassure m'épouvante. Duchesse, il faut que je sois mariée. »« Quand cela ? » ?»« Demain. »« Ah bah, vraiment, pauvre amie. Et c'est nécessaire ? » ?»« Absolument. »« Mordi, comme dit quelqu'un de ma connaissance, voilà qui est fort triste. »« Tu connais quelqu'un qui dit mordi ? » demanda en riant Marguerite. « Oui. Et quel est ce quelqu'un ? Tu m'interroges toujours. Quand c'est à toi de parler. Achève, et je commencerai. En 2 mots, voici. Le roi de Navarre est amoureux, et ne veut pas de moi. Je ne suis pas amoureuse. Mais je ne veux pas de lui. Cependant, il faudrait que nous changeassions d'idée l'un et l'autre, ou que nous eussions l'air d'en changer d'ici à demain. Eh bien, change, toi. Et tu peux être sûr qu'il changera, lui. Justement, voilà l'impossible, car je suis moins disposée à changer que jamais. À l'égard de ton mari seulement, j'espère. Henriette, j'ai un scrupule. Un scrupule de quoi ? De religion. Fais-tu une différence entre les huguenots et les catholiques ? En politique ? Oui. Sans doute. Mais en amour ? Ma chère amie, nous autres femmes, nous sommes tellement païennes. Qu'en fait de sectes, nous les admettons toutes. Qu'en fait de Dieu, nous en reconnaissons plusieurs. En un seul, n'est-ce pas ? Oui, dit la duchesse avec un regard étincelant de paganisme. Oui, celui qui s'appelle Eros, Cupido, Amor. Oui, celui qui a un carquois, un bandeau et des ailes. Mordi, vive la dévotion. Cependant, tu as une manière de prier qui est exclusive. Tu jettes des pierres sur la tête des huguenots. Faisons bien et laissons dire. Ah, Marguerite, comme les meilleures idées, comme les plus belles actions se travestissent en passant par la bouche du vulgaire. Le vulgaire ? Mais c'est mon frère Charles qui te félicitait, ce me semble. Ton frère Charles, Marguerite, est un grand chasseur qui sonne du cor toute la journée, ce qui le rend fort maigre. Je récuse donc jusqu'à ses compliments. D'ailleurs, je lui ai répondu à ton frère Charles. N'as-tu pas entendu ma réponse ? Non, tu parlais si bas. Tant mieux. J'aurai plus de nouveau à t'apprendre. Ça, la fin de ta confidence, Marguerite, c'est que... Eh bien, c'est que, dit la reine en riant, si la pierre dont parlait mon frère Charles était historique, je m'abstiendrais. Bon, s'écria Henriette, tu as choisi un huguenot. Eh bien, sois tranquille. Pour rassurer ta conscience, je te promets d'en choisir un à la première occasion. Ah, il paraît que cette fois, tu as pris un catholique. Mordi, reprit la duchesse. Bien, je comprends. Et comment est-il, notre huguenot ? Je ne l'ai pas choisi. Ce jeune homme ne m'est rien. Il ne me sera probablement jamais rien. Mais enfin, comment est-il ? Cela ne t'empêche pas de me le dire. Tu sais combien je suis curieuse. Un pauvre jeune homme, beau comme le Nisus de Benvenuto Cellini, et qui s'est venu réfugier dans mon appartement. Oh oh, et tu ne l'avais pas un peu convoqué ? Pauvre garçon, ne ris donc pas ainsi, Henriette, car en ce moment il est encore entre la vie et la mort. Il est donc malade ? Il est grièvement blessé. Mais c'est très gênant, un huguenot blessé, surtout dans des jours comme ceux où nous nous trouvons.
Et qu'en fais-tu de ce huguenot blessé qui ne t'est rien et ne te sera jamais rien ? Il est dans mon cabinet. Je le cache et je veux le sauver. Il est beau, il est jeune, il est blessé. Tu le caches dans ton cabinet ? Tu veux le sauver. Ce huguenot-là sera bien ingrat s'il n'est pas trop reconnaissant. Il l'est déjà. J'en ai bien peur. Plus que je ne le désirerais. Et il t'intéresse, ce pauvre jeune homme ? Par humanité seulement. Ah, l'humanité, ma pauvre reine. Et c'est toujours cette vertu-là qui nous perd, nous autres femmes. Oui, et tu comprends, comme d'un moment à l'autre le roi, le duc d'Alençon, ma mère, mon mari même, peuvent entrer dans mon appartement. Tu veux me prier de te garder ton petit huguenot, n'est-ce pas ? Tant qu'il sera malade, à la condition de te le rendre quand il sera guéri. Rieuse, dit Marguerite. Non, je te jure que je ne prépare pas les choses de si loin. Seulement, si tu pouvais trouver un moyen de cacher le pauvre garçon, si tu pouvais lui conserver la vie que je lui ai sauvée, eh bien, je t'avoue que je t'en serais véritablement reconnaissante. Tu es libre à l'hôtel de Guise. Tu n'as ni beau-frère, ni mari qui t'espionne ou qui te contraigne, et de plus, derrière ta chambre, où personne, chère Henriette, n'a heureusement pour toi le droit d'entrer, un grand cabinet pareil au mien. Eh bien, prête-moi ce cabinet pour mon huguenot. Quand il sera guéri, tu lui ouvriras la cage et l'oiseau s'envolera. Il n'y a qu'une difficulté, chère reine. C'est que la cage est occupée. Comment ? Tu as donc aussi sauvé quelqu'un, toi ? C'est justement ce que j'ai répondu à ton frère. Ah, je comprends. Voilà pourquoi tu parlais si bas que je ne t'ai pas entendu. Écoute, Marguerite, c'est une histoire admirable, non moins belle, non moins poétique que la tienne. Après t'avoir laissé 6 de mes gardes, j'étais montée avec les 6 autres à l'hôtel de Guise, et je regardais piller et brûler une maison qui n'est séparée de l'hôtel de mon frère que par la rue des 4 Fils, quand tout à coup j'entends crier des femmes et jurer des hommes. Je m'avance sur le balcon et je vois d'abord une épée dont le feu semblait éclairer toute la scène à elle seule. J'admire cette lame furieuse. J'aime les belles choses, moi. Puis je cherche naturellement à distinguer le bras qui la faisait mouvoir et le corps auquel ce bras appartenait. Au milieu des coups, des cris, je distingue enfin l'homme et je vois un héros, un Ajax Télamon. J'entends une voix de stentor. Je m'enthousiasme, je demeure toute palpitante, tressaillant à chaque coup dont il était menacé, à chaque botte qu'il portait. Ça a été une émotion d'1 quart d'heure, vois-tu, ma reine, comme je n'en avais jamais éprouvé, comme j'avais cru qu'il n'en existait pas. Aussi j'étais là, haletante, suspendue, muette, quand tout à coup mon héros a disparu. Comment cela ? Sous une pierre que lui a jetée une vieille femme. Alors, comme Cyrus, j'ai retrouvé la voix. J'ai crié « À l'aide ! Au secours !» Nos gardes sont venus, l'ont pris, l'ont relevé et enfin l'ont transporté dans la chambre que tu me demandes pour ton protégé. Hélas, je comprends d'autant mieux cette histoire, chère Henriette, dit Marguerite, que cette histoire est presque la mienne. Avec cette différence, ma reine, que servant mon roi et ma religion, je n'ai point besoin de renvoyer monsieur Annibal de Coconas. Il s'appelle Annibal de Coconas, reprit Marguerite en éclatant de rire. C'est un terrible nom, n'est-ce pas, dit Henriette. Eh bien, celui qui le porte en est digne. Quel champion, mordi, et que de sang il a fait couler. Mets ton masque, ma reine, nous voici à l'hôtel. Pourquoi donc mettre mon masque ? Parce que je veux te montrer mon héros. Il est beau. Il m'a semblé magnifique pendant ces batailles. Il est vrai que c'était la nuit, à la lueur des flammes. Ce matin, à la lumière du jour, il m'a paru perdre un peu, je l'avoue. Cependant,
Je crois que tu en seras contente. » Alors, mon protégé est refusé à l'hôtel de Guise. J'en suis fâchée, car c'est le dernier endroit où l'on viendrait chercher un huguenot. Pas le moins du monde, je le ferai apporter ici ce soir. L'un couchera dans le coin à droite, l'autre dans le coin à gauche. Mais s'ils se reconnaissent l'un pour protestant, l'autre pour catholique, ils vont se dévorer. Oh, il n'y a pas de danger. Monsieur de Coconas a reçu dans la figure un coup qui fait qu'il n'y voit presque pas clair. Ton huguenot a reçu dans la poitrine un coup qui fait qu'il ne peut presque pas remuer. Et puis, d'ailleurs, tu lui recommanderas de garder le silence à l'endroit de la religion et tout ira à merveille. Allons, soit. Entrons, c'est conclu. Merci, dit Marguerite en serrant la main de son amie. Ici, madame, vous redevenez majesté, dit la duchesse de Nevers. Permettez-moi donc de vous faire les honneurs de l'hôtel de Guise, comme ils doivent être faits à la reine de Navarre. Et la duchesse, descendant de sa litière, mit presque un genou en terre pour aider Marguerite à descendre à son tour. Puis, lui montrant de la main la porte de l'hôtel gardée par 2 sentinelles arquebuses à la main, elle suivit à quelques pas la reine, qui marcha majestueusement précédant la duchesse, qui garda son humble attitude tant qu'elle put être vue. Arrivée à sa chambre, la duchesse ferma sa porte, et appelant sa camériste, sicilienne des plus alertes, « Mika, lui dit-elle en italien, « comment va monsieur le comte ?»« Mais de mieux en mieux, répondit celle-ci. »« Et que fait-il ?»« En ce moment, je crois, madame, qu'il prend quelque chose. »« Bien, dit Marguerite, si l'appétit revient, c'est bon signe. »« Ah, c'est vrai, j'oubliais que tu es une élève d'Ambroise Paré. Allez, Mika. »« Tu la renvoies ?»« Oui, pour qu'elle veille sur nous. » Mika sortit. « Maintenant, dit la duchesse, veux-tu entrer chez lui ? Veux-tu que je le fasse venir ? » ?»« Ni l'un ni l'autre. Je voudrais le voir sans être vu. »« Que t'importe, puisque tu as ton masque. Il peut me reconnaître à mes cheveux, à mes mains, à un bijou. Oh, comme elle est prudente depuis qu'elle est mariée, ma belle reine. » Marguerite sourit. « Eh bien, mais je ne vois qu'un moyen, continua la duchesse. »« Lequel ? » ?»« C'est de le regarder par le trou de la serrure. »« Soit, conduis-moi. » La duchesse prit Marguerite par la main, la conduisit à une porte sur laquelle retombait une tapisserie, s'inclina sur un genou et approcha son œil de l'ouverture que laissait la clé absente. « Justement, dit-elle, il est à table et a le visage tourné de notre côté. Viens. » La reine Marguerite prit la place de son amie et approcha à son tour son œil du trou de la serrure. Coconas, comme l'avait dit la duchesse, était assis à une table admirablement servie et à laquelle ses blessures ne l'empêchaient pas de faire honneur. « Ah, mon Dieu !» s'écria Marguerite en se reculant. « Quoi donc ?» demanda la duchesse étonnée. « Impossible ! Non ! Si ! Oh, sur mon âme, c'est lui-même. »« Qui, lui-même ?»« Chut !» dit Marguerite en se relevant et en saisissant la main de la duchesse. « Celui qui voulait tuer mon huguenot, qui l'a poursuivi jusque dans ma chambre, qui l'a frappé jusque dans mes bras. Oh, Henriette, quel bonheur qu'il ne m'ait pas aperçu. »« Eh bien, alors, puisque tu l'as vu à l'œuvre, n'est-ce pas qu'il était beau ? » ?»« Je ne sais, dit Marguerite, car je regardais celui qu'il poursuivait. »« Et celui qu'il poursuivait s'appelle ? » ?»« Tu ne prononceras pas son nom devant lui. »« Non, je te le promets. »« Leurac de la Mole. »« Et comment le trouves-tu maintenant ? » ?»« Monsieur de la Mole ? » ?»« Non, monsieur de Coconas. »« Ma foi, dit Marguerite, j'avoue que je lui trouve... » Elle s'arrêta. « Allons, allons, dit la duchesse, je vois que tu lui en veux de la blessure qu'il a faite à ton huguenot. »« Mais il me semble, dit Marguerite en riant, que mon huguenot ne lui doit rien et que la balafre avec laquelle il lui a souligné l'œil... Ils sont quittes alors, et nous pouvons les raccommoder.
Envoie-moi ton blessé. Non, pas encore. Plus tard. Quand cela? Quand tu auras prêté au tien une autre chambre. Laquelle donc? Marguerite regarda son amie, qui, après un moment de silence, la regarda aussi et se mit à rire. Eh bien, soit, dit la duchesse. Ainsi donc, alliance plus que jamais, amitié sincère toujours, répondit la reine. Et le mot d'ordre, le signe de reconnaissance, si nous avons besoin l'une de l'autre? Le triple nom de ton triple dieu, Eros, Cupido, Amor. Et les deux femmes se quittèrent après s'être embrassées pour la seconde fois et s'être serré la main pour la 20e fois. Chapitre 13. Comme il y a des clés qui ouvrent les portes auxquelles elles ne sont pas destinées. La reine de Navarre, en rentrant au Louvre, trouva Gillonne dans une grande émotion. Madame de Sauve était venue en son absence. Elle avait apporté une clé que lui avait fait passer la reine-mère. Cette clé était celle de la chambre où était renfermé Henri. Il était évident que la reine-mère avait besoin, pour un dessein quelconque, que le Béarnais passât cette nuit chez Madame de Sauve. Marguerite prit la clé, la tourna et la retourna entre ses mains. Elle se fit rendre compte des moindres paroles de Madame de Sauve, les pesa lettre par lettre dans son esprit, et crut avoir compris le projet de Catherine. Elle prit une plume, de l'encre, et écrivit sur son papier. Au lieu d'aller ce soir chez Madame de Sauve, venez chez la reine de Navarre, Marguerite. Puis elle roula le papier, l'introduisit dans le trou de la clé et ordonna à Gillonne, dès que la nuit serait venue, d'aller glisser cette clé sous la porte du prisonnier. Ce premier soin accompli, Marguerite pensa au pauvre blessé. Elle ferma toutes les portes, entra dans le cabinet et, à son grand étonnement, elle trouva la Mole revêtue de ses habits encore tout déchirés et tout tachés de sang. En la voyant, il essaya de se lever, mais, chancelant encore, il ne put se tenir debout et retomba sur le canapé dont on avait fait un lit. « Mais qu'arrive-t-il donc, monsieur ?» demanda Marguerite. « Et pourquoi suivez-vous si mal les ordonnances de votre médecin? Je vous avais recommandé le repos. Et voilà qu'au lieu de m'obéir, vous faites tout le contraire de ce que j'ai ordonné. »« Oh, madame, dit Gillonne, ce n'est point ma faute. J'ai prié, supplié monsieur le comte de ne point faire cette folie, mais il m'a déclaré que rien ne le retiendrait plus longtemps au Louvre. »« Quitter le Louvre ?» dit Marguerite, en regardant avec étonnement le jeune homme, qui baissait les yeux. « Mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas marcher. Vous êtes pâle et sans force. On voit trembler vos genoux. Ce matin, votre blessure de l'épaule a saigné encore. »« Madame, répondit le jeune homme, autant j'ai rendu grâce à votre majesté de m'avoir donné asile hier au soir, autant je la supplie de vouloir bien me permettre de partir aujourd'hui. »« Mais, dit Marguerite étonnée, je ne sais comment qualifier une si folle résolution. C'est pire que de l'ingratitude. »« Oh, madame, s'écria la Mole en joignant les mains. Croyez que, loin d'être ingrat, il y a dans mon cœur un sentiment de reconnaissance qui durera toute ma vie. »« Il ne durera pas longtemps, alors, dit Marguerite, émue à cet accent, qui ne laissait pas de doute sur la sincérité des paroles. Car ou vos blessures se rouvriront et vous mourrez de la perte du sang, ou l'on vous reconnaîtra comme huguenot et vous ne ferez pas 100 pas dans la rue sans qu'on vous achève. »« Il faut pourtant que je quitte le Louvre, » murmura la Mole. « Il faut, » dit Marguerite en le regardant de son regard limpide et profond. Puis, pâlissant légèrement, « Oh oui, je comprends, dit-elle. Pardon, monsieur. Il y a sans doute, hors du Louvre, une personne à qui votre absence donne de cruelles inquiétudes. C'est juste, monsieur de la Mole, c'est naturel, et je comprends cela. Que ne l'avez-vous dit tout de suite, ou plutôt, comment n'y ai-je pas songé moi-même? C'est un devoir quand on exerce l'hospitalité, de protéger les affections de son hôte comme on pense des blessures, et de soigner l'âme comme on soigne le corps.
Hélas, madame, répondit la Mole. Vous vous trompez étrangement. Je suis presque seul au monde, et tout à fait seul à Paris, où personne ne me connaît. Mon assassin est le premier homme à qui j'ai parlé dans cette ville, et votre majesté est la première femme qui m'y ait adressé la parole. Alors, dit Marguerite, surprise, pourquoi voulez-vous donc vous en aller ? Parce que, dit la Mole, la nuit passée, votre majesté n'a pris aucun repos, et que cette nuit... Marguerite rougit. Gilonne, dit-elle, voici la nuit venue. Je crois qu'il est temps que tu ailles porter la clé. Gilonne sourit et se retira. Mais, continua Marguerite, si vous êtes seule à Paris, sans amis, comment ferez-vous ? Madame, j'en aurai beaucoup. Car, tandis que j'étais poursuivie, j'ai pensé à ma mère, qui était catholique. Il m'a semblé que je la voyais glisser devant moi sur le chemin du Louvre, une croix à la main, et j'ai fait vœu, si Dieu me conservait la vie, d'embrasser la religion de ma mère. Dieu a fait plus que de me conserver la vie, madame. Il m'a envoyé un de ses anges pour me la faire aimer. Mais vous ne pourrez marcher. Avant d'avoir fait 100 pas, vous tomberez évanouie. Madame, je me suis essayée aujourd'hui dans le cabinet. Je marche lentement et avec souffrance, c'est vrai, mais que j'aille seulement jusqu'à la place du Louvre, une fois dehors, il arrivera ce qu'il pourra. Marguerite appuya sa tête sur sa main et réfléchit profondément. « Et le roi de Navarre, dit-elle avec intention, vous ne m'en parlez plus. En changeant de religion, avez-vous donc perdu le désir d'entrer à son service ?» « Madame, répondit la Mole en pâlissant, vous venez de toucher à la véritable cause de mon départ. Je sais que le roi de Navarre court les plus grands dangers, et que tout le crédit de votre majesté comme fille de France suffira à peine à sauver sa tête. »« Comment, monsieur ? » demanda Marguerite. « Que voulez-vous dire ? Et de quel danger me parlez-vous ?»« Madame, répondit la Mole en hésitant, on entend tout du cabinet où je suis placée. »« C'est vrai, murmura Marguerite pour elle seule. Monsieur de Guise me l'avait déjà dit. » Puis tout haut. « Eh bien, ajouta-t-elle, qu'avez-vous donc entendu ?»« Mais, d'abord, la conversation que votre majesté a eue ce matin avec son frère. »« Avec François ?» s'écria Marguerite en rougissant. « Avec le duc d'Alençon, oui, madame. Puis, ensuite, après votre départ, celle de mademoiselle Gilonne avec madame de Sauve. »« Et ce sont ces 2 conversations ? » ?»« Oui, madame. Mariée depuis 8 jours à peine, vous aimez votre époux. Votre époux viendra à son tour comme sont venus monsieur le duc d'Alençon et madame de Sauve. Il vous entretiendra de ses secrets. Eh bien, je ne dois pas les entendre. Je serais indiscret. Et je ne puis pas, je ne dois pas. Surtout, je ne veux pas l'être. » Au ton que la Mole mit à prononcer ces derniers mots, au trouble de sa voix, à l'embarras de sa contenance, Marguerite fut illuminée d'une révélation subite. « Ah, dit-elle, vous avez entendu de ce cabinet tout ce qui a été dit dans cette chambre jusqu'à présent ?»« Oui, madame. » Ces mots furent soupirés à peine. « Et vous voulez partir cette nuit, ce soir, pour n'en pas entendre davantage ?»« À l'instant même, madame, s'il plaît à votre majesté de me le permettre. » « Pauvre enfant, dit Marguerite, avec un singulier accent de douce pitié. Étonnée d'une réponse si douce, lorsqu'il s'attendait à quelque brusque riposte, la Mole leva timidement la tête. Son regard rencontra celui de Marguerite et demeura rivé comme par une puissance magnétique sur le limpide et profond regard de la reine. « Vous vous sentez donc incapable de garder un secret, monsieur de la Mole ?» dit doucement Marguerite, qui, penchée sur le dossier de son siège, à moitié cachée par l'ombre d'une tapisserie épaisse, jouissait du bonheur de lire couramment dans cette âme en restant impénétrable elle-même. « Madame, dit la Mole, je suis une misérable nature, je me défie de moi-même et le bonheur d'autrui me fait mal. »« Le bonheur de qui ?» dit Marguerite en souriant. « Ah oui, le bonheur du roi de Navarre. Pauvre Henri !»« Vous voyez bien qu'il est heureux, madame !» s'écria vivement la Mole. «
Heureux ? Oui, puisque votre majesté le plaint. Marguerite chiffonnait la soie de son aumônière et en effilait les torsades d'or. Ainsi, vous refusez de voir le roi de Navarre, dit-elle. C'est arrêté ? C'est décidé dans votre esprit ? Je crains d'importuner sa majesté en ce moment. Mais le duc d'Alençon, mon frère. Oh, madame, s'écria la Mole. Monsieur le duc d'Alençon ? Non, non. Moins encore monsieur le duc d'Alençon que le roi de Navarre. Parce que ? Demanda Marguerite, émue au point de trembler en parlant. Parce que, quoique déjà trop mauvais huguenot pour être serviteur bien dévoué de sa majesté le roi de Navarre, je ne suis pas encore assez bon catholique pour être des amis de monsieur d'Alençon et de monsieur de Guise. Cette fois, ce fut Marguerite qui baissa les yeux et qui sentit le coup vibrer au plus profond de son cœur. Elle n'eût pas su dire si le mot de la Mole était pour elle caressant ou douloureux. En ce moment, Gillonne rentra. Marguerite l'interrogea d'un coup d'œil. La réponse de Gillonne, renfermée aussi dans un regard, fut affirmative. Elle était parvenue à faire passer la clé au roi de Navarre. Marguerite ramena ses yeux sur la Mole, qui demeurait devant elle indécis, la tête penchée sur sa poitrine, et pâle comme l'est un homme qui souffre à la fois du corps et de l'âme. « Monsieur de la Mole est fier, dit-elle, et j'hésite à lui faire une proposition qu'il refusera sans doute. » La Mole se leva, fit un pas vers Marguerite et voulut s'incliner devant elle en signe qu'il était à ses ordres. Mais une douleur profonde, aiguë, brûlante, vint tirer des larmes de ses yeux, et, sentant qu'il allait tomber, il saisit une tapisserie à laquelle il se soutint. « Voyez-vous, s'écria Marguerite en courant à lui et en le retenant dans ses bras, « voyez-vous, monsieur, que vous avez encore besoin de moi. » Un mouvement à peine sensible agita les lèvres de la Mole. « Oh oui, murmura-t-il, comme de l'air que je respire, comme du jour que je vois. » En ce moment, 3 coups retentirent, frappés à la porte de Marguerite. « Entendez-vous, madame ?» dit Gillonne, effrayée. « Déjà ?» murmura Marguerite. « Faut-il ouvrir ? Attends, c'est le roi de Navarre, peut-être. »« Oh, madame !» s'écria la Mole, rendue fort par ces quelques mots que la reine avait cependant prononcés à voix si basse qu'elle espérait que Gillonne seul les aurait entendus. « Madame, je vous en supplie à genoux, faites-moi sortir. Oui, mort ou vif, madame, ayez pitié de moi. Oh, vous ne me répondez pas. Eh bien, je vais parler et, quand j'aurai parlé, vous me chasserez, je l'espère. »« Taisez-vous. Malheureux, » dit Marguerite, qui ressentait un charme infini à écouter les reproches du jeune homme. « Taisez-vous donc. »« Madame, » reprit la Mole, qui ne trouvait pas, sans doute, dans l'accent de Marguerite, cette rigueur à laquelle il s'attendait. « Madame, je vous le répète, on entend tout de ce cabinet. Oh, ne me faites pas mourir d'une mort que les bourreaux les plus cruels n'oseraient inventer. »« Silence, silence, » dit Marguerite. « Oh, madame, vous êtes sans pitié. Vous ne voulez rien écouter, vous ne voulez rien entendre. Mais comprenez donc que je vous aime. »« Silence donc, puisque je vous le dis, » interrompit Marguerite en appuyant sa main tiède et parfumée sur la bouche du jeune homme, qui la saisit entre ses 2 mains et l'appuya contre ses lèvres. « Mais, » murmura la Mole, « mais taisez-vous donc, enfant. Qu'est-ce donc que ce rebelle qui ne veut pas obéir à sa reine ?» Puis, s'élançant hors du cabinet, elle referma la porte et, s'adossant à la muraille, en comprimant avec sa main tremblante les battements de son cœur, « Ouvre, Gillonne, dit-elle. » Gillonne sortit de la chambre et, un instant après, la tête fine, spirituelle et un peu inquiète du roi de Navarre souleva la tapisserie. « Vous m'avez mandé, madame ?» dit le roi de Navarre à Marguerite. « Oui, monsieur. Votre majesté a reçu ma lettre ?»« Et non sans quelque étonnement, je l'avoue, » dit Henri en regardant autour de lui avec une défiance bientôt évanouie. « Et non sans quelque inquiétude, n'est-ce pas, monsieur ?» ajouta Marguerite. « Je vous l'avouerai, madame.
Cependant, tout entouré que je suis d'ennemis acharnés et d'amis plus dangereux encore peut-être que mes ennemis, je me suis rappelé qu'un soir, j'avais vu rayonner dans vos yeux le sentiment de la générosité. C'était le soir de nos noces. Qu'un autre jour, j'y ai vu briller l'étoile du courage et, cet autre jour, c'était hier, jour fixé pour ma mort. « Eh bien, monsieur, dit Marguerite en souriant, tandis que Henri semblait vouloir lire jusqu'au fond de son cœur. « Eh bien, madame, en songeant à tout cela, je me suis dit à l'instant même, en lisant votre billet qui me disait de venir, sans amis, comme il est, prisonnier, désarmé, le roi de Navarre n'a qu'un moyen de mourir avec éclat, d'une mort qu'enregistre l'histoire, c'est de mourir trahi par sa femme. Et je suis venue. »« Sire, répondit Marguerite, vous changerez de langage quand vous saurez que tout ce qui se fait en ce moment est l'ouvrage d'une personne qui vous aime et que vous aimez. » Henri recula presque à ces paroles, et son œil gris et perçant interrogea sous son sourcil noir la reine avec curiosité. « Oh, rassurez-vous, sire, dit la reine en souriant. Cette personne, je n'ai pas la prétention de dire que ce soit moi. »« Mais cependant, madame, dit Henri, c'est vous qui m'avez fait tenir cette clé. Cette écriture, c'est la vôtre. »« Cette écriture est la mienne, je l'avoue. Ce billet vient de moi, je ne le nie pas. Quant à cette clé, c'est autre chose. » Qu'il vous suffise de savoir qu'elle a passé entre les mains de 4 femmes avant d'arriver jusqu'à vous. « De 4 femmes ?» s'écria Henri avec étonnement. « Oui, entre les mains de 4 femmes, dit Marguerite. Entre les mains de la reine-mère, entre les mains de Madame de Sauve, entre les mains de Gillonne, et entre les miennes. » Henri se mit à méditer cette énigme. « Parlons raison maintenant, messieurs, dit Marguerite, et surtout parlons franc. Est-il vrai, comme c'est aujourd'hui le bruit public, que votre majesté consent à abjurer ? » ?»« Ce bruit public se trompe, madame. Je n'ai pas encore consenti. »« Mais vous êtes décidée, cependant. »« C'est-à-dire, je me consulte. Que voulez-vous ? Quand on a 20 ans et qu'on est à peu près roi, ventre saint gris, il y a des choses qui valent bien une messe. » « Et entre autres choses, la vie, n'est-ce pas ?» Henri ne put réprimer un léger sourire. « Vous ne me dites pas toute votre pensée, sire, dit Marguerite. Je fais des réserves pour mes alliés, madame, car vous le savez, nous ne sommes encore qu'alliés. Si vous étiez à la fois mon allié et votre femme, n'est-ce pas, sire ? Ma foi, oui, et ma femme. Alors peut-être serait-ce différent, et peut-être tiendrais-je à rester roi des Huguenots, comme ils disent. Maintenant, il faut que je me contente de vivre. » Marguerite regarda Henri d'un air si étrange qu'il eût éveillé les soupçons d'un esprit moins délié que ne l'était celui du roi de Navarre. « Et êtes-vous sûr, au moins, d'arriver à ce résultat ?» dit-elle. « Mais à peu près, » dit Henri. « Vous savez qu'en ce monde, madame, on n'est jamais sûr de rien. »« Il est vrai, » reprit Marguerite, « que votre majesté annonce tant de modération et professe tant de désintéressement qu'après avoir renoncé à sa couronne, après avoir renoncé à sa religion, elle renoncera probablement, on en a l'espoir du moins, à son alliance avec une fille de France. » Ces mots portaient avec eux une si profonde signification que Henri en frissonna malgré lui. Mais domptant cette émotion avec la rapidité de l'éclair, « Daignez vous souvenir, madame, qu'en ce moment je n'ai point mon libre arbitre. Je ferai donc ce que m'ordonnera le roi de France. Quant à moi, si l'on me consultait le moins du monde dans cette question où il ne va de rien moins que de mon trône, de mon bonheur et de ma vie, plutôt que d'asseoir mon avenir sur les droits que me donne notre mariage forcé, j'aimerais mieux m'ensevelir chasseur dans quelque château, pénitent dans quelque cloître. » Ce calme résigné à sa situation
Cette renonciation aux choses de ce monde effrayèrent Marguerite. Elle pensa que peut-être cette rupture de mariage était convenue entre Charles IX, Catherine et le roi de Navarre. Pourquoi, elle aussi, ne la prendrait-on pas pour dupe ou pour victime? Parce qu'elle était sœur de l'un et fille de l'autre? L'expérience lui avait appris que ce n'était point là une raison sur laquelle elle pût fonder sa sécurité. L'ambition donc mordit au cœur la jeune femme, ou plutôt la jeune reine, trop au-dessus des faiblesses vulgaires pour se laisser entraîner à un dépit d'amour-propre. Chez toute femme, même médiocre, lorsqu'elle aime, l'amour n'a point de ces misères, car l'amour véritable est aussi une ambition. « Votre Majesté, dit Marguerite avec une sorte de dédain railleur, n'a pas grande confiance, ce me semble, dans l'étoile qui rayonne au-dessus du front de chaque roi. »« Ah, dit Henri, c'est que j'ai beau chercher la mienne en ce moment, je ne puis la voir, cachée qu'elle est dans l'orage qui gronde sur moi à cette heure. »« Et si le souffle d'une femme écartait cet orage et faisait cette étoile aussi brillante que jamais ?»« C'est bien difficile, dit Henri. »« Niez-vous l'existence de cette femme, monsieur ?»« Non, seulement je nie son pouvoir. »« Vous voulez dire sa volonté ?»« J'ai dit son pouvoir, et je répète le mot. La femme n'est réellement puissante que lorsque l'amour et l'intérêt sont réunis chez elle à un degré égal. Et si l'un de ces deux sentiments la préoccupe seule, comme Achille, elle est vulnérable. Or, cette femme, si je ne m'abuse, je ne puis pas compter sur son amour. » Marguerite se tut. « Écoutez, » continua Henri. « Au dernier tintement de la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois, vous avez dû songer à reconquérir votre liberté qu'on avait mise en gage pour détruire ceux de mon parti. Moi, j'ai dû songer à sauver ma vie. C'était le plus pressé. Nous y perdons la Navarre, je le sais bien, mais c'est peu de chose que la Navarre en comparaison de la liberté qui vous est rendue de pouvoir parler haut dans votre chambre, ce que vous n'osiez pas faire quand vous aviez quelqu'un qui vous écoutait de ce cabinet. » Quoique, au plus fort de sa préoccupation, Marguerite ne put s'empêcher de sourire. Quant au roi de Navarre, il s'était déjà levé pour regagner son appartement, car, depuis quelque temps, 11 heures étaient sonnées. Et tout dormait, ou du moins, semblait dormir au Louvre. Henri fit 3 pas vers la porte, puis, s'arrêtant tout à coup, comme s'il se rappelait seulement à cette heure la circonstance qui l'avait amené chez la reine. « À propos, madame, dit-il, n'avez-vous point à me communiquer certaines choses? Ou ne vouliez-vous que m'offrir l'occasion de vous remercier du répit que votre brave présence dans le cabinet des armes du roi m'a donné hier? En vérité, madame, il était temps, je ne puis le nier, et vous êtes descendue sur le lieu de la scène comme la divinité antique, juste à point pour me sauver la vie. » « Malheureux !» s'écria Marguerite d'une voix sourde et saisissant le bras de son mari. « Comment donc ne voyez-vous pas que rien n'est sauvé, au contraire, ni votre liberté, ni votre couronne, ni votre vie? Aveugle, fou, pauvre fou! Vous n'avez pas vu dans ma lettre autre chose, n'est-ce pas, qu'un rendez-vous? Vous avez cru que Marguerite, outrée de vos froideurs, désirait une réparation? » « Mais, madame, dit Henri étonné, j'avoue. » Marguerite haussa les épaules avec une expression impossible à rendre. Au même instant, un bruit étrange, comme un grattement aigu et pressé, retentit à la petite porte dérobée. Marguerite entraîna le roi du côté de cette petite porte. « Écoutez, dit-elle. »« La reine-mère sort de chez elle, murmura une voix saccadée par la terreur et que Henri reconnut à l'instant même pour celle de madame de Sauve. « Et où va-t-elle » demanda Marguerite. « Elle vient chez votre majesté. » Et aussitôt le frôlement d'une robe de soie prouva, en s'éloignant, que madame de Sauve s'enfuyait. « Oh oh » s'écria Henri. « J'en étais sûre, dit Marguerite. « Et moi, je le craignais, dit Henri. Et la preuve, voyez. »
Alors, d'un geste rapide, il ouvrit son pourpoint de velours noir et, sur sa poitrine, fit voir à Marguerite une fine tunique de mailles d'acier et un long poignard de Milan qui brilla aussitôt à sa main comme une vipère au soleil. « Il s'agit bien ici de fer et de cuirasse !» s'écria Marguerite. « Allons, sire, allons, cachez cette dague !»« C'est la reine-mère. C'est vrai, mais c'est la reine-mère toute seule. Cependant, c'est elle, je l'entends. Silence !» Et, se penchant à l'oreille de Henri, elle lui dit à voix basse quelques mots que le jeune roi écouta avec une attention mêlée d'étonnement. Aussitôt, Henri se déroba derrière les rideaux du lit. De son côté, Marguerite bondit avec l'agilité d'une panthère vers le cabinet où la Mole attendait en frissonnant, l'ouvrit, chercha le jeune homme et lui prenant, lui serrant la main dans l'obscurité. « Silence !» lui dit-elle en s'approchant si près de lui qu'il sentit son souffle tiède et embaumé couvrir son visage d'une moite vapeur. « Silence !» Puis, rentrant dans sa chambre et refermant la porte, elle détacha sa coiffure, coupa avec son poignard tous les lacets de sa robe et se jeta dans le lit. Il était temps, la clé tournait dans la serrure. Catherine avait des passe-partout pour toutes les portes du Louvre. « Qui est là ?» s'écria Marguerite, tandis que Catherine consignait à la porte une garde de 4 gentilshommes qui l'avaient accompagnée. Et, comme si elle n'eût été effrayée de cette brusque irruption dans sa chambre, Marguerite, sortant de dessous les rideaux en peignoir blanc, sauta à bas du lit et, reconnaissant Catherine, vint, avec une surprise trop bien imitée pour que la Florentine elle-même n'en fût pas dupe, baiser la main de sa mère. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire ou partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. À bientôt pour une nouvelle écoute.